Balance ton sport, c'est le grand angle de ce samedi 14 août. Et parole aux sportives qui luttent pour leur reconnaissance sur le terrain et en dehors. Et vous faites leur porte-voix, Sia Hamdi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportive indépendante. Vous sortez Joue là comme Mégane, le marathon des sportifs pour l'égalité aux éditions Marabout. Votre livre s'appelle Joue là comme Mégane, en référence à Megan Rapinoe, joueuse de l'équipe américaine de football. En quoi est-elle emblématique du combat de ces femmes sportives ? Lorsque j'ai eu l'idée de faire ce livre, c'est vrai que je cherchais un titre et j'ai assez rapidement pensé à Megan Rapinoe parce qu'en construisant les thématiques, le plan de mon livre et les thématiques que je souhaitais aborder, je me suis rendu compte qu'elle revenait à plusieurs reprises dans le bouquin. Elle s'est exprimée, notamment elle a lutté pour l'égalité salariale, sur la question du harcèlement, la question de la sexualisation des sportives, la question de l'homophobie. Et pour toutes ces raisons, j'ai trouvé assez logique finalement qu'elle figure dans le titre. Et puis c'était aussi une référence effectivement au film Joue là comme Beckham, oui, de Gurinder Chadha qui évoque l'histoire d'une jeune joueuse qui rêve de devenir footballeuse professionnelle. Et c'était finalement un très bon lien à faire entre les deux. Alors ce qui vous a notamment motivé à vous lancer dans l'écriture du livre, en janvier 2020, la patineuse française Sarah Abitbol livre un témoignage choc dans lequel elle accuse son ancien entraîneur de viol et d'agression sexuelle. Vous diriez qu'elle, pour la France, elle a ouvert la boîte de Pandore ? En quelque sorte, disons qu'il y avait sur la question des violences sexuelles, oui. Il y a eu, parce que je me souviens, effectivement, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, que je me suis lancée. C'est cette affaire qui m'a vraiment donné le déclic pour me lancer sur ce livre. Sur d'autres thématiques, je dirais que ça a commencé il y a quand même peut-être 3-4 ans. En tout cas, on a eu une libération de la parole sur d'autres thématiques. On se souvient par exemple sur l'égalité salariale qui avait eu des débats en 2019, notamment avec l'équipe de foot américaine qui avait fait un procès contre la fédération américaine, procès qui est d'ailleurs toujours en cours. Il y a aussi la question des menstruations. On commence à avoir une libération de la parole sur la question de la sexualisation. Quel est l'enjeu autour de la menstruation, parce qu'on en parle relativement peu quand même. Quel est l'enjeu pour une sportive ? L'enjeu, c'est que pendant très longtemps, malheureusement, le corps de la sportive a été entraîné comme le corps du sportif, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas forcément en compte les spécificités liées au corps des femmes. Je pense par exemple aux menstruations, mais il y a aussi, on a parlé aussi par exemple de la question des seins, parce qu'il y a une sportive, notamment Clarissa Agbenounou, qui avait fait la une de l'équipe dans une très bonne enquête sur les seins. Mais la question de la maternité aussi. Il faut savoir que pendant longtemps, lorsqu'une sportive était enceinte, on dit tomber enceinte déjà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais lorsqu'elle était enceinte, elle arrêtait sa carrière. Et là, on a un contre-exemple au JO de Tokyo qui viennent de se terminer, avec cette joueuse française de basketball qui a annoncé sa grossesse après. Donc elle a fait tous les JO enceinte. Voilà, et c'est ce qu'on avait vu également avec Serena Williams il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, elle avait gagné l'Open d'Australie. Elle avait joué l'Open d'Australie en étant enceinte de 2 mois. Elle ne l'avait dit à personne. C'est des exemples qui sont importants. Alors les femmes et le corps des femmes, c'est aussi la représentation qu'on en a au JO de Tokyo que je viens d'évoquer et qui viennent de se terminer. Des sportives ont protesté contre leur tenue qu'elles jugent sexiste. Le rappel de cette fronde avec Maëva de Froyenne. Sur cette photo, 2 équipes unies par le même sport. Et pourtant soumises à 2 tenues réglementaires on ne peut plus différentes. Anormales selon ces joueuses norvégiennes de beach handball. La semaine dernière en compétition, elles ont transgressé les règles internationales et ont osé porter un short. Nous sommes très fiers de ces femmes qui ont élevé la voix lors des championnats d'Europe. La fédération vous soutient. Ensemble, nous continuerons à nous battre pour changer les règles vestimentaires afin que les joueurs puissent jouer avec les vêtements dans lesquels ils sont à l'aise. Les règles du beach handball sont pourtant bien claires. Les joueuses doivent porter des bas de bikini ajustés et échancrés, dont les côtés doivent être larges d'au maximum 10 cm. Pour leur transgression, les joueuses ont écopé d'une amende de 1 500 €. Une sanction qui a fait beaucoup réagir. Les Norvégiennes ont reçu de nombreuses marques de soutien, jusqu'à la chanteuse américaine Pink.
Je suis très fière de l'équipe féminine de beach handball norvégienne qui a protesté contre les règles très sexistes concernant leur uniforme. Bravo, mesdames. Je serai heureuse de payer vos amendes pour vous. Continuez. D'autres ont également réagi avec humour pour dénoncer la différence de traitement entre hommes et femmes dans le sport. Sur un ton plus sérieux, en pleine compétition olympique, le débat s'étend à d'autres disciplines. Les gymnastes allemandes ont décidé de laisser le juste au corps échancré au vestiaire pour porter des combinaisons longues, assez peu différentes de celles de leurs homologues masculins. Aussi, elle me dit pourquoi on ne sort pas de cette hypersexualisation du corps de la sportive? Comment vous l'expliquez? Vaste question, il faudrait poser la question aux annonceurs. Pendant longtemps, ce que j'explique dans le livre, j'ai constaté en étudiant notamment les affiches de certains tournois qui avaient encore lieu il y a quelques années lorsqu'on a commencé à médiatiser le sport au féminin en France. On se rend compte qu'en fait, on avait déjà une sexualisation. Par exemple, on va montrer une joueuse de basket en escarpin, en robe, alors qu'on sait très bien que c'est pas la tenue. Voilà. Il a fallu du temps. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde aussi encore les mêmes affiches, on constate qu'il y a une évolution. On met en avant leurs muscles, on les met en situation de jeu sur les affiches. Donc il y a une prise de conscience, mais quand on tombe devant ce type d'exemple, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Et pour le cas dont on a beaucoup parlé, on a parlé du cas du beach hand, mais dans mon livre, je fais le parallèle avec l'exemple du beach volley. C'est toujours la question, l'enjeu, c'est de plaire aux annonceurs. Effectivement, si vous avez regardé du beach volley pendant ces Jeux Olympiques, vous aurez remarqué que les tenues des joueuses sont quand même très échancrées. Lorsqu'on compare avec les hommes, c'est quand même assez différent. C'est que les hommes portent des shorts, les joueuses portent plutôt des tenues qui se rapprochent plus du bikini. Donc c'est vraiment pour attirer le spectateur, le téléspectateur aussi. Et effectivement, homme, pas femme. On cherche à capter les hommes. Donc ça veut dire qu'on reste dans les clichés. Le sport, c'est pour les hommes, pas pour les femmes, etc. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 affichent un objectif de parité. C'était déjà presque le cas à Tokyo. Est-ce que pour vous, la parité est synonyme d'égalité? Non. Disons que c'est un début, parce que lorsqu'on regarde les statistiques, je l'explique dans le livre, on a une évolution, par exemple, dans les Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques de 1900, qui étaient les premiers Jeux dans lesquels on a vu apparaître des sportives, on était à 2,2% de participation féminine. Là, on était autour de 48, et à Paris 2024, on sera à 50%, autour de 50. Donc on s'approche de la parité, donc c'est plutôt positif. Mais pas d'égalité. Voilà. Par contre, l'égalité, ça va plus loin. C'est les questions, par exemple, faut se poser la question de l'enjeu de la façon dont les sportifs vont être rémunérés, la façon, est-ce qu'elles vont pouvoir vivre de leur sport, est-ce qu'elles vont être médiatisées à hauteur de ce qu'elles peuvent apporter et ce qu'elles méritent finalement. Donc ça, c'est des débats qui sont encore en... Vous parlez de la rémunération, mais la question se pose aussi pour les athlètes masculins. Est-ce que c'est vraiment là-dessus que ça se joue? Est-ce qu'il faudrait par exemple faire des équipes mixtes, comme on a pu le voir dans certaines disciplines? C'est une bonne piste. On a vu que ça fonctionnait bien aux Jeux de Tokyo, notamment avec l'exemple du judo. On a vu le succès de l'équipe de France, mais ça donnait vraiment un esprit d'une équipe qui était vraiment mixte et vraiment solide, et qui pouvait aller vers la victoire, et ça donne un très bon message vers la mixité. Mais derrière, il ne faudrait pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est que dire que les Jeux vont être paritaires, ça ne veut pas dire qu'en coulisses, les femmes vont être... aussi bien traitées que les hommes, en tout cas au niveau sportif. Alors, on le comprend, le monde du sport est encore difficile pour les femmes, y compris pour les journalistes. Un documentaire qui est sorti ce printemps revenait sur le sexisme et la place des femmes dans le journalisme sportif. Vous êtes, depuis quelques années, journaliste sportive indépendante. Est-ce que vous en avez pâti aussi? Est-ce que vous avez fait l'objet de sexisme ou de harcèlement? Moi, dans mon cas, pas directement, parce que je suis journaliste indépendante.
Donc, alors je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais je n'ai pas été confrontée, on va dire, au sexisme en rédaction parce que je travaille en plus avec des médias qui sont plutôt généralistes. Je n'ai pas travaillé en presse sportive, mais je ne sais pas si mon exemple est vraiment représentatif parce que lorsque je discute effectivement avec des consoeurs depuis plusieurs années, j'ai eu des témoignages qui me sont parvenus depuis, voilà, que ce soit en télé, en presse écrite, on a des situations de harcèlement, c'est des choses qui sont... Parce que même quand on n'est pas dans des situations de harcèlement, il y a le syndrome de la potiche par exemple, le syndrome de l'imposture qui colle au basket des femmes. Oui, après c'est... Vous le ressentez, vous ? Oui, ça peut arriver. Moi, c'est vrai qu'on m'a... Bon, parfois, on sent qu'on doit quand même toujours faire ses preuves, peut-être pas que en rédaction, mais c'est aussi sur le terrain, où, par exemple, lorsqu'on va sur le terrain, on a toujours des gens, par exemple, pas forcément que des hommes, hein, ça peut aussi être des femmes, hein, qui vont nous expliquer les choses, qui vont nous expliquer notre métier. Enfin, faut savoir, par exemple, que tel joueur est à tel classement, ou etc. Bon, on est censé quand même voilà, connaître notre métier. Mais moi, j'essaie de le prendre avec le sourire. Bon, j'ai la chance de ne pas avoir trop été confrontée à des situations de harcèlement, mais c'est avec le temps qu'on fait évoluer les choses. Et dorénavant, vous pourrez leur donner Joula comme Mégane, le marathon des sportifs pour l'égalité. Asia Hamdi, merci beaucoup d'être venue dans 64 minutes. Merci à vous.